Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer l'Amstel Gold Race 2025. Ça lance le triptyque ardennais, les Flandriennes c'est terminé, la place aux Ardennaises et l'enchaînement Amstel Gold Race, Flèche Wallonne. Et pour finir, Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques. Et en ce dimanche, eh bien c'était l'Amstel, tous ces petits bergs, dont le Coberg, le Bemelenberg. Ils ont des noms imprononçables, tous ces bergs. Et surtout, un duel qu'on attendait. Tadej Pogačar face à Remco Evenepoel. Les deux en forme si possible. C'est une des grandes frustrations des suiveurs du vélo de ces dernières années. On n'a pas vraiment fondamentalement deux duels avec un top Pogačar, un top Remco. Alors là, Remco était de retour, mais on l'a vu quand même qu'il était à un niveau très très solide avec sa victoire sur la Flèche Brabançonne pour sa course de reprise, qui plus est en battant un Van Aert qui, certes, n'est peut-être pas l'immense Van Aert, mais c'est pas non plus le peintre de l'année non plus. Et on avait du coup l'ami Pogačar qui lui n'envisageait pas moins que le triplé ardennais. Il s'était arrêté à 2 en 2023 après avoir gagné l'Amstel et la Flèche. Il avait chuté lors de Liège, se blessant au poignet, ce qui avait compliqué ensuite un peu toute cette préparation pour le Tour de France. Qui y avait d'autres sur cette start list d'intéressants? Il y avait évidemment Pidcock, Ben Illy, Matthias Kielmose, de l'Ardennais classique, Wout van Aert qui venait clôturer sa campagne de classique également. Donc il y avait quand même du joli monde, Romain Grégoire, Tish Benoît, donc il y avait quand même du sacré monde. Julien Alaphilippe aussi, en tant qu'ancien champion du monde, s'alignait aussi sur la course. La course a été remportée par, et là c'est une surprise, pour le coup là c'est une surprise, Matthias Skelmose au sprint, s'il vous plaît, devant Poggi et Evenepoel. Alors celle-là, il fallait quand même s'accrocher pour la sortir sans perdre une dent, parce que Skelmose qui, au sprint d'une course de 250 bornes, Pogačar et Evenepoel, et voilà, celle-là je l'avais pas, et c'est une énorme perf de la part du Danois, qui a fait la course tactiquement excellente, qui avait les jambes, évidemment, pour gagner au sprint, qui certes s'est fait ramener en grande partie par Remco lors de la poursuite, mais quand même, c'est dingo. Et Pogačar, qui d'abord est parti seul, qui, pour une fois, a été rejoint. C'est la première fois depuis, depuis 2023, c'est la première fois depuis le Lioran qu'il se fait reprendre, Pogačar. Alors, est-ce que c'était les jambes? Est-ce qu'il a fait une hypo? Est-ce que... Bon, on va évidemment discuter de ça, mais ça a été très intéressant de voir comment ça s'est passé. Pogačar, lui, est parti à 47 km de l'arrivée, suite à une offensive de Julien Alaphilippe. Le Français, alors là, pendant un temps, on s'est cru entre 2019 et 2021. C'est-à-dire que Alaphilippe en tête, avec son punch, mais tout le monde dans le rouge. Personne ne prend la roue. Alors je pense que par la suite, on comprend que certains auraient pu suivre l'attaque d'Alaphilippe, mais ils l'ont pas fait. C'est une erreur stratégique, sans doute. Mais cette course, je pense, va ouvrir les yeux à pas mal de coureurs sur la façon dont ils courent depuis quelques mois, voire années. Et c'est toujours un peu surprenant. Parce que du coup, Alaphilippe met une attaque avec, évidemment, comme Pogačar est toujours bien placé, Pogačar dans la roue. Le Slovène n'a aucun mal à suivre, mais derrière, aucun ne suit. C'est-à-dire que Remco, lui, était mal placé. Je pense qu'il était encore en train de peut-être récupérer de la poursuite qui s'était infligée pour revenir dans le peloton suite à sa chute. Donc ça a été le premier facteur. Et ensuite, on a du Van Aert, du Illy, du Pidcock, tout ça qui ne prennent pas la roue. Et on les entend dans leur interview d'après-course. Stratégiquement, je pensais que c'était pas le truc à faire. Donc bon, on prend pas la roue d'Alaphilippe. Alors je pense que quand on voit Alaphilippe, il doit finir 20e. Donc il y a 19 coureurs autres que Skelmose. Il y a 18 autres coureurs autres que Skelmose, Pogačar qui peuvent potentiellement prendre la roue d'Alaphilippe. Pourquoi ils y vont pas à ce moment-là? Tu joues déjà battu, c'est-à-dire qu'en fait, l'attaque a même pas eu lieu. T'es en haut d'un mont, il reste pas grand-chose. T'étais calé dans la roue d'Alaphilippe et
tu peux pas prendre la roue. Vu ce que certains se sont mis après, hein, ils finissent 4,34 secondes, c'est assez surprenant. Donc on a le Slovène qui part avec le Français à 47 km de l'arrivée. Dès le mont suivant, bah en fait Pogačar il met un rythme élevé et Alaphilippe saute. Et donc Poggi se retrouve tout seul devant, et là on se dit, bah ça y est, course terminée, Pogačar va prendre 20, 30, 50, plus d'une minute, et puis derrière, on va jouer battu, et moi je me suis dit, et merde, et voilà, et Remco, il était pas placé, il a peut-être pas les jambes, c'est quand même curieux, et en fait on se rend compte que Pogačar ne prend pas beaucoup d'avance, il plafonne à 15-20 secondes, à 32 km de l'arrivée, il y a Skelmose qui part un peu en facteur, tout seul. Personne ne le suit non plus. C'était suite à un gros tempo mis dans un berg par Remco. Skelmose part et il ne revient pas spécialement sur Pogačar, mais ça lui permet de s'intercaler, et au moment de l'attaque d'Evenepoel, qui se tente à plusieurs fois de sortir et qui sur les sections plates a été vraiment impressionnante puissance, à 25 km, il y a Pogačar en tête, une trentaine de secondes devant Skelmose et 43 devant le groupe Evenepoel. Donc Evenepoel attaque à 25 km de l'arrivée, reprend très rapidement Skelmose, le coureur de la Lidl Trek. À ce moment-là, pour maintenir l'écart, Evenepoel il a profité d'un bon travail de Dylan Van Wilder, mais il n'y a plus personne, et puis derrière c'est hyper désorganisé, Pidcock, Illy, tout ça, ça s'entend pas vraiment, Michael Matthews, enfin bref, ça collabore pas des masses. Et ben Evenepoel rentre sur Skelmose, et là Evenepoel va abattre un travail monumental où il va prendre les trois quarts, si ce n'est plus, des relais, pour revenir petit à petit, berg après berg, section plane après section plane, sur Tadej Pogačar, et surtout ce qui est interpellant, c'est la façon dont Pogačar court, parce qu'en général, quand Pogačar il est en tête, il se retourne jamais, bim, direct, il met 30, 50, 1 minute, paf, et puis c'est terminé, et puis limite, il est en gestion à la fin. Là, il a passé son temps à se retourner, parce que derrière lui, il a le meilleur coureur du monde, enfin le meilleur rouleur du monde, tout simplement. Il a Remco Evenepoel, avec sur le porte-bagages Matthias Skelmose, qui sur les Flandriennes, sur les Ardennaises, a déjà brillé, hein, puisqu'il a fait... il a déjà fait 3ème de la Flèche, il a déjà fait 9ème de Liège. Voilà, c'est pas n'importe qui, Skelmose, hein, il est annoncé comme un gros coureur. Du haut de je crois qu'il a 24 ans. Et en fait, les deux vont revenir sur Tadej Pogačar à 8 km de l'arrivée pour un final à 3 assez indécis, parce qu'on se dit, si Pogačar il s'est fait reprendre, c'est que potentiellement il a pas des cannes folles. Evenepoel, plus la course semble aller, plus il semble fort dans les monts et tout, il subissait de moins en moins les pourcentages, comme si sa caisse, au rythme des kilomètres, s'osait de plus en plus. Et Skelmose, qui lui a passé très peu de relais, dans le dos d'Evenepoel. Alors on sait aussi que quand t'es derrière Evenepoel, t'es pas non plus le coureur le plus protégé, tellement le petit Belge est aérodynamique. Et dans les 3 derniers kilomètres, bien sûr, Skelmose, lui, il a la position parfaite. Il y a Pogačar et Evenepoel, il va leur dire les cocos, vous êtes 10 fois plus forts que moi je mets pas un relais. Et à 3 bandes de l'arrivée, Pogačar, il décide de pas passer un relais non plus. Donc c'est Evenepoel qui assume de tracter le groupe. Dans le Coberg, pas d'attaque. Lancement de sprint de la part de Remco. Un petit peu loin, il s'est vu un tout petit peu trop beau. Remco Evenepoel, sans doute parce qu'il a aussi gagné la Flèche face à Wout van Aert en lançant aussi loin, il s'est dit que ça pouvait le faire. Mais l'aspiration a profité à Pogačar, a profité à Skelmose, et les deux finissent par sauter le Belge, et surtout c'est le Danois qui saute Pogačar sur la ligne pour s'imposer. Énorme surprise, et il y a plusieurs surprises, parce que évidemment de voir Skelmose s'imposer devant Pogačar et Evenepoel, c'est surprenant, mais c'est surtout la façon dont Poggi s'est fait reprendre, quand en fait il a pas creusé d'écart, et ensuite au fil 10 km, il se faisait grignoter. Alors il a pas du tout explosé non plus, hein. On va pas non plus dire que le mec a pas de jambes, hein. Pogačar là, il s'est fait reprendre, il fait quand même 2, il bat au sprint Evenepoel, il se fait battre par Skelmose, c'est une surprise. Mais enfin il fait quand même 2 de l'Amstel Gold Race. Les jambes sont quand même là. Il s'est fait, peut-être que l'erreur qu'il fait, c'est s'il sent qu'il a pas des jambes folles, peut-être qu'il faut pas partir à 47 km avec Julien Alaphilippe. Ça, c'est peut-être une erreur, sans doute.
et ouais, de le voir se faire reprendre. Alors, est-ce que c'était une hypoglycémie comme Oluran? Je sais pas, parce qu'Oluran, on le voit sur le sprint, il est vraiment à bout. Là, il est quand même là. Hein, quand Evenepoel le reprend, il arrive à bien se remettre en danseuse. Sur le sprint, il le fait décoller, mais de toute façon, maintenant, dépasser Remco sur un sprint, sur des mecs non sprinteurs, hein, faut quand même être solide. Voilà, ça va être intéressant de voir la forme de Pogačar, parce qu'il faut pas oublier que il a fait des jours de course, mais il a surtout fait des courses éreintantes, les Flandres, Paris-Roubaix, on l'avait vu très marqué. Voilà, il y a aussi de la pression, il s'était mis un gros objectif en enchaînant ces trois Ardennaises. Remco les fera aussi, Schielmoze aussi. Je pense que ces trois-là, on va les retrouver là sur les 2 courses qui vont arriver, et je pense que ça promet quelque chose de grand, parce que aussi, on a un Remco qui, sur une course avec Pogačar, a fait jeu égal. Et ça, on l'a pas vu au Tour de France. Il avait pris des beignes, hein, il avait été très fort, mais il avait pris des énormes trempes. Au championnat du monde, il s'était fait latter, il n'était pas là à Liège. Les championnats du monde 2022, ça remonte quand même à loin maintenant. Donc, on a vu un Remco qui a couru à sa façon, il n'a pas pris la roue d'Alaphilippe, il était mal placé à ce moment-là. D'ailleurs, le placement, c'est un truc sur lequel il faudrait qu'il fasse très très attention sur Liège. Remco, il faudrait être beaucoup plus dans la roue de Pogačar, être hyper à l'affût, parce que tu pourras peut-être pas te permettre de refaire la même erreur. Mais il était fort Remco, on l'a vu sur les sections planes. Mentalement, surtout, il s'est pas agacé comme on l'a vu. D'habitude, quand les autres prenaient plus ou moins pas de relais, je pense qu'il était assez sûr de sa force. Ça se ressentait aussi dans l'interview qu'il a fait après course, où il a dit que potentiellement s'il n'avait pas chuté, qu'il n'avait pas perdu toute l'énergie dans la poursuite, il aurait pu gagner cette course. Je veux bien le croire, c'est quelque chose de largement envisageable. Donc en fait, on a un Remco qui a lui une forme qui n'est pas encore à 100%, qui est déjà très haute. Et ça promet du grand, parce que ça va ne faire que monter. On l'a vu, Flèche Brabançonne, là on l'a vu sur l'Amstel. On va voir, je pense que la Flèche, c'est un profil qui lui correspond beaucoup moins avec ses forts pourcentages. L'explosivité comme ça sur les forts pourcentages, c'est pas un truc sur lequel je l'ai vu exceller, mais j'ai envie d'avoir ce duel énorme à Liège, avec si possible les deux dans la roue, parce que là, presque la frustration, c'est de se dire qu'on les a pas vus roue dans roue, dans tous les monts. Mais Evenepoel a fait plus que jeu égal. Alors Schielmoze a pris aussi quelques relais, mais vraiment c'est Remco qui a fait la grande part du boulot, et ça va promettre un duel absolument énorme derrière. Et derrière, ouais, il y a eu des courses un petit peu particulières, parce que quand t'entends un Wout van Aert se dire à la fin, oui, quand Schielmoze part, pour moi c'est pas le bon moment. Est-ce que le gars sent vraiment la course? Est-ce que maintenant, quand ils sont avec Pogačar, ils jouent déjà battu? Tu vois bien qu'en fait, le mec, je dis pas qu'il est battable à chaque fois, mais Schielmoze, il a placé une attaque à un moment un peu flottant, il est parti en facteur, et ça lui permet de s'imposer. Je pense que s'il part pas, à aucun moment, si Evenepoel met une attaque, il est capable de prendre sa roue. D'ailleurs, personne n'a été capable de prendre sa roue, donc ça se joue entre Poggi et Remco. Il faut parfois savoir tenter des trucs, et Van Aert, lui, règle le sprint du groupe en finissant 4ème, encore une fois, mais en n'étant pas acteur de premier rang de la course. Il a été très fort, mais jamais on l'a vu aux avant-postes, ou mettre des gros relais, ou mettre une énorme cartouche dans un berg. Donc ça, c'est évidemment un peu frustrant. Et Pidcock et Benelli, pareil, sur ce type de course, c'est censé être des grands agitateurs, et on les a pas vus, comme en 2023, être capables de proposer ça. Donc voilà, quelle est vraiment la qualité de leur forme. On verra ce que ça donne du côté de Liège. Mais vraiment, ce duel Remco-Poggi, je pense qu'on peut avoir quelque chose de très très grand. Et j'espère qu'il n'y aura pas de chute d'ici là, et que ça ira très très bien. Voilà pour ce petit débrief de l'Amstel Gold Race et de ce premier acte du duel Pogačar Evenepoel. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.